Super. Bon, on va attendre 1 ou 2 minutes le temps que d'autres personnes nous rejoignent. Étant donné qu'il y avait une cinquantaine d'inscrits, on peut attendre, encore un petit peu. En attendant, j'aime bien faire ça. Est-ce que vous pouvez me dire, où est-ce que vous êtes? Dans quelle ville? J'aime bien savoir, où les gens, sont en France, lorsque je fais des conférences. Toulouse, Limoges, Nancy. Mmh. Gardanne, Paris. Île-de-France. Et ben moi, je me trouve dans la campagne de pas loin de Compiègne. On est avec l'équipe de l'ADI et on travaille notamment sur ces sujets de véhicules pour trouver des solutions pour que nos clients accèdent à des véhicules les plus fiables et les plus efficaces pour leurs activités et les moins polluants possibles, tout en restant dans leurs contraintes budgétaires. Donc je vais peut-être commencer par me présenter. Je m'appelle Elliot Ingno, je travaille à l'ADI depuis un peu plus de 3 ans et je travaille sur les sujets de mobilité, heu, avec comme objectif, comme je vous l'ai dit, donc de trouver des solutions pour que malgré le fait que, les véhicules coûtent de plus en plus cher, ça c'est clair et ça va pas s'arrêter. Trouver des solutions pour que les clients de l'ADI puissent accéder à des véhicules qui répondent à leurs besoins d'entrepreneurs, de création d'activités ou alors même, leurs besoins de déplacement pour, aller, accéder à leur travail, aller, déplacer leurs enfants et cetera. Soit les moins polluants possibles, mais soit accessibles, dans le budget de nos clients ou via des microcrédits. Et donc c'est un vrai challenge parce que, le marché de l'automobile est de plus en plus cher. Typiquement, il y a le fait que les constructeurs automobiles ont intérêt à vendre de plus en plus cher des véhicules de plus en plus haut de gamme, étant donné qu'eux, ça leur permet d'avoir des marges plus importantes. Donc il y a une montée en gamme du secteur. Il y a aussi un effet de l'inflation qui impacte, tous les secteurs, mais spécifiquement le marché de l'automobile, pour plusieurs raisons. Il y a eu des effets d'inflation liés au Covid, liés au fait qu'en Chine, il y a eu des problèmes, de livraison des composants des véhicules et donc logiquement, comme il y en avait moins, les prix ont augmenté. Il y a eu des phénomènes inflationnistes aussi liés à la guerre en Ukraine, parce que en Ukraine, il y avait aussi une partie de la chaîne de valeur des composants, qui étaient produits là-bas, donc qui sont devenus beaucoup plus rares et beaucoup plus chers. Il y a aussi le fait que, comme on se dirige progressivement vers une électrification des véhicules, et bien, ça augmente les prix, naturellement. Donc voilà, toutes ces raisons font que le marché de l'automobile est de plus en plus cher et c'est vrai pour les véhicules neufs, mais c'est aussi vrai pour les véhicules d'occasion et en fait, c'est encore plus vrai pour les véhicules d'occasion parce que comme les véhicules neufs sont de plus en plus chers, mais aussi de plus en plus longs à obtenir, aujourd'hui, quand on commande un véhicule neuf, c'est des mois et des mois d'attente. Eh bien, le marché de l'occasion se valorise parce que c'est des véhicules qu'on peut avoir rapidement, en tout cas beaucoup plus rapidement que les véhicules neufs et donc ça a un coût et donc il y a une demande de plus en plus forte sur le marché de l'occasion, ce qui fait que les prix augmentent. Donc on va voir ensemble, malgré cette augmentation des coûts des véhicules, malgré le fait que le pouvoir d'achat n'augmente pas à la même vitesse, que la capacité d'endettement non plus, parce que comme je vous parle et que moi je travaille à l'ADI, c'est une question assez importante. Eh bien, il existe des solutions pour accéder à des véhicules fiables, les moins polluants possibles et qui répondent aux besoins, des créateurs d'entreprises, des entrepreneurs et même des particuliers, qui ont besoin de véhicules pour accéder à un emploi. Donc, le petit sommaire. Je dirais que ça va durer, selon vos questions, entre, 1/2 heure, 3/4 d'heure.
la webconférence à peu près. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Comme je suis tout seul, peut-être que j'y répondrai à la fin. On verra selon la facilité avec laquelle j'arrive à lire vos questions et à présenter les slides. Il y aura une vidéo YouTube. Donc il y aura un replay. Par contre, vous n'aurez pas forcément accès à la présentation. Ça, je verrai. En fonction. En tout cas, ce ne sera pas automatique. Alors, ce qu'on va voir ensemble. Donc, là, l'idée, c'est de réfléchir au lien entre mobilité, véhicule, et entrepreneuriat, et création d'activités. Donc, la première partie, c'est de réfléchir pour choisir le bon véhicule, pour choisir la solution de mobilité qui correspond le plus à ses besoins, et ben, il faut les identifier, les besoins. Donc, on va voir, dans un premier temps, comment bien identifier ces besoins de mobilité. Ensuite, on va regarder l'aspect financier, très concrètement. Comment comparer différentes options. On va voir que ce n'est pas juste une question de prix, ce n'est pas juste une question de coût d'achat d'un véhicule par rapport au coût d'achat d'un autre. Il y a d'autres coûts, d'autres aspects financiers qui rentrent en compte. Typiquement, les coûts à l'usage, le coût de carburant, le coût de réparation, les coûts d'assurance. Voilà, donc on va regarder comment comparer les différentes options, les différents véhicules, mais aussi les différentes options d'accès à ces véhicules, que ce soit l'achat, la location avec option d'achat, la location courte durée, etc. Il y a plein d'options en fait pour se déplacer, pour accéder à des véhicules. Donc on va essayer de faire une comparaison financière de ces options. Après, on va parler des zones à faible émission. Ça, c'est quand même quelque chose qui va avoir un impact. Pour le moment, ça n'entend pas beaucoup, mais ça va avoir un impact à court, moyen ou long terme sur une grande partie de la population française. Étant donné que, je reviendrai dessus, mais l'idée, c'est que les grandes villes, donc en gros les villes qui ont plus de 150 000 habitants, il y a 40 villes en France, dont c'est le cas, vont progressivement interdire les véhicules polluants. Et donc, savoir si le véhicule qu'on va acheter ou le véhicule qu'on veut utiliser va être interdit où et quand, c'est important. Ensuite, on parlera des aides publiques, parce qu'il existe des aides à l'acquisition qui permettent de financer l'acquisition de véhicules peu polluants. Et la question, c'est de savoir à combien portent ces aides publiques, comment est-ce qu'on y accède, quel type de véhicules y sont éligibles, comment est-ce que l'ADI peut vous aider à bénéficier de ces aides, quels sont les critères aussi pour en bénéficier. Et enfin, on vous parlera de la LOA. Donc LOA, c'est la location avec option d'achat, on appelle ça le leasing aussi. La LOA solidaire, qui est donc une offre que l'ADI propose en partenariat avec Renault pour permettre aux personnes qui habituellement n'ont pas accès à la LOA classique, parce que leurs dossiers sont refusés, d'y accéder. Et donc, on verra aussi les intérêts de la LOA en général et de cette offre en particulier. Mais avant tout, une petite description de l'ADI. Donc l'ADI, qu'est-ce que c'est ? C'est une association française qui existe depuis un peu plus de 30 ans, qui est reconnue d'utilité publique et qui s'est créée avec la vocation, l'objectif social, de permettre à tous de devenir entrepreneurs. Donc le premier frein qui a été identifié par l'ADI à l'accès à l'entrepreneuriat par les publics défavorisés en France, c'est l'accès au capital. Donc l'ADI a proposé ce qu'on appelle un microcrédit. Aujourd'hui, il va jusqu'à 12 000 € et il n'est accessible qu'aux personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique. Ensuite, l'ADI a proposé également un accompagnement à ses clients pour leur permettre de lancer leur activité, de la développer, donc sur différents aspects. Là, cet accompagnement est gratuit, principalement dispensé par les bénévoles de l'ADI. Donc ça porte sur les démarches administratives, la comptabilité, les démarches commerciales, etc. Plutôt réservé aux clients de l'ADI, bien qu'il y a certains modules, certains leviers d'accompagnement de l'ADI qui sont accessibles à tous, notamment sur le site de l'ADI, un outil qui s'appelle Construire mon projet en ligne, qui est gratuit, qui est ouvert pour tous et qui vous permet de vous poser les bonnes questions avant de vous lancer en tant qu'indépendant. L'ADI aussi propose des microcrédits aux porteurs de projets, aux professionnels, mais également aux particuliers. Elle propose des microcrédits aux particuliers pour leur permettre d'accéder à un emploi salarié ou de maintenir un emploi salarié.
Donc, c'est principalement des crédits qui servent à financer des véhicules qui vont permettre à un demandeur d'emploi de trouver un emploi ou à une personne de continuer à rester dans son emploi alors que son véhicule, par exemple, est en panne ou qu'ils ont un problème. Donc, ces microcrédits-là, ils vont que jusqu'à 6 000 €, ils sont plus faibles. Et cette fois-ci, ils visent plutôt des populations particulières. Donc, ce n'est pas des entrepreneurs, ce n'est pas des porteurs de projets, mais c'est des personnes qui ont besoin de financement pour financer de la mobilité et accéder à un emploi et qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique. Ça reste le point commun des clients de l'ALDI. Bon, on l'a dit, c'est présent partout sur le territoire, dans les territoires ultramarins également. Donc voilà, plus de 160 agences, c'est pas totalement à jour, ça a augmenté. Et donc, où vous soyez en France, vous pouvez accéder au service de l'ALDI. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La première étape pour faire les bons choix de mobilité, pour bien choisir son véhicule, c'est d'identifier ses besoins de mobilité. Il y a 4 types de besoins de mobilité. Le premier, c'est la fréquence d'usage du véhicule. Donc c'est, est-ce que le véhicule dont j'ai besoin pour mon activité, je vais l'utiliser souvent? Combien de fois je vais l'utiliser par semaine, par mois? Typiquement, ce besoin-là, il est important de l'évaluer parce qu'il va déterminer s'il est financièrement plus intéressant de posséder ou de louer ponctuellement un véhicule. Par exemple, si je suis entrepreneur et que j'ai besoin d'un véhicule utilitaire, donc une fourgonnette, mais que j'en ai besoin qu'une fois par mois, ou même une fois toutes les 2 semaines, et ben, ça peut être très intéressant de ne pas acheter son véhicule utilitaire, mais plutôt de le louer, parce qu'on va se rendre compte que financièrement, c'est intéressant. J'ai dit une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, mais c'est du cas par cas, hein. Selon les véhicules, selon l'usage, selon la fréquence. Il faut à chaque fois se dire: «OK, à quelle fréquence j'ai besoin de ce véhicule?» Et une fois qu'on a bien identifié ça, on va pouvoir réfléchir au type d'accès à ce véhicule qui est le plus intéressant. Le second besoin, c'est les distances à parcourir. Donc à chaque usage, par exemple, combien est-ce que de kilomètres je souhaite faire avec mon véhicule? Et globalement, combien de kilomètres je souhaite faire, par mois ou par an avec mon véhicule. Ensuite, il y a le volume requis du véhicule. Est-ce que j'ai besoin de charger des équipements? Est-ce que j'ai besoin de déplacer du stock, des marchandises? Il faut l'évaluer ça. Il faut se dire: «OK, est-ce que, une voiture avec un grand coffre, ça me suffit? Est-ce qu'il me faut un utilitaire? Est-ce qu'il me faut un gros camion?» et cetera. Ça, c'est clairement un des besoins à identifier avant de faire un choix de véhicule, c'est un peu logique. Enfin, le quatrième besoin, c'est l'image que l'on souhaite véhiculer à travers pour son entreprise. Si jamais on est, artisan, si jamais on est indépendant, bien souvent, il y a des arguments de vente, des critères qui vont faire qu'on trouve plus ou moins facilement des clients ou qu'on cible certains types de clientèle et en fait, son véhicule, ça peut être une vitrine aussi. Le véhicule, ça peut véhiculer, ça peut c'est le cas de le dire, mais ça peut montrer à ses clients, à ses prospects, qu'on a, par exemple, une volonté d'avoir une empreinte écologique la plus faible possible. On peut aussi se dire qu'avoir un véhicule neuf ou un véhicule récent, ça démontre un certain sérieux, une certaine, image de marque et cetera. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une question qu'il faut se poser en amont. Parfois, il n'y a pas du tout d'image spécialement, que l'on souhaite, véhiculer, mais c'est quand même une question à avoir en tête. Hem, les 3 derniers besoins dont j'ai parlé, ça va déterminer le type de véhicule et de carburant les plus pertinents. Typiquement, est-ce qu'on a besoin, par exemple, d'un utilitaire qui est fait pour parcourir de grandes distances avec une grande capacité de stockage? Ou alors d'une citadine ou d'un vélo cargo électrique pour des usages plus courts et une image plus verte. Voilà. Ça va être le 1er besoin, ça va plutôt être pour savoir est-ce que j'achète, est-ce que je loue? Les 3 suivants, ça va être pour savoir quel type de véhicule j'ai besoin. Une fois qu'on a identifié ces besoins, on va regarder les solutions qui existent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, on part des besoins pour déterminer le choix du véhicule, mais il peut aussi être très intéressant de partir
des différents véhicules qui existent pour modifier ces besoins. Je m'explique. Des véhicules qui remplissent tous les besoins, typiquement qui ont une grosse capacité de stockage, qui peuvent faire de grandes distances, qui ont une image verte, qu'on utilise très souvent, ça coûte très très cher, voire ça n'existe pas. Très honnêtement, un véhicule qui aujourd'hui est électrique, donc une image verte, même si pas chez tout le monde, mais globalement plus verte que les essences, fait des grandes distances, a une grosse capacité de stockage, etc. Franchement, ça n'existe pas. Tout simplement parce que les véhicules électriques, aujourd'hui, ils ont une autonomie qui est limitée. Ils peuvent donc pas faire des distances immenses. Et donc, il va être impossible de trouver un véhicule qui répond à tous ces besoins si jamais les 4 besoins sont très importants et très ambitieux. Si jamais on ne vise plus les 4 besoins, mais qu'on en vise 3, typiquement un véhicule qui serait électrique et qui aurait une grosse capacité de stockage, bah, ça existe, mais ça va être très cher. Donc, sachant le prix des véhicules, sachant la disponibilité des véhicules, il va aussi être possible de changer ses besoins. Par exemple, il peut être intéressant de se dire que si on a identifié qu'on avait des clients, on avait 80% de ces clients potentiels proches de là où on travaille, eh bien, il peut être intéressant financièrement d'abandonner les 20% les plus loin, les 20% de clientèle potentielle la plus éloignée, pour permettre d'acheter un véhicule qui réponde très efficacement aux 80% les plus proches et qui puisse, par exemple, coûter beaucoup moins cher et avoir une image écologique. Je pense aux vélos cargo. Les vélos cargo, ça a une capacité de stockage qui n'est pas illimitée, mais qui peut suffire dans beaucoup de situations. Par contre, ça ne va pas avoir une capacité de déplacement très très importante. On ne va pas pouvoir faire des dizaines et des dizaines de kilomètres par jour avec un vélo cargo. Donc, même si un entrepreneur ou un porteur de projet se dit, bon bah, j'ai la plupart de ma clientèle qui est proche, mais j'ai aussi des clients potentiels qui sont très loin, eh bien, il peut se dire, malgré tout, j'investis dans un vélo cargo parce que ça va me coûter beaucoup moins cher qu'un utilitaire, en tout cas un utilitaire récent. Et puis, ça va avoir une image écolo. Et donc, je ne vais toucher que ces 80% là, mais je vais gagner en termes de coût à l'achat et en termes d'image. Donc voilà, c'est important de ne pas se dire, bon, bah, de toute façon, moi, pour mon entreprise, j'ai des besoins hyper importants, il faut que ce soit une grosse capacité de stockage, une grosse capacité de déplacement, un usage ultra fréquent, et donc il me faut le véhicule couteau suisse qui fait tout. Il faut être capable de remettre en cause, de remettre ses choix, les besoins qu'on a identifiés, ou en tout cas de les challenger, et de se dire, bon, bah ok, si jamais euh, bah, je fais tel ou tel changement dans mon business model, dans ma stratégie d'entrepreneur, ça peut aussi me permettre de choisir des véhicules qui vont avoir tel et tel avantage, coûter beaucoup moins cher, renvoyer une image spécifique, prendre moins de risques aussi. Parce que par exemple, avoir un véhicule, ça veut aussi dire avoir un risque potentiel de panne, avoir un risque potentiel que le véhicule ait un problème, et donc des coûts inattendus, etc. Il y a aussi le fait que les usages peuvent être évolutifs. Vous pouvez avoir identifié dans les 4 briques des usages, des besoins qui sont vrais à un moment, mais qui ne seront plus forcément vrais plus tard. Typiquement, quand vous créez votre entreprise, quand vous démarrez votre activité, vous avez souvent des besoins au début qui sont moins importants en termes de mobilité qu'ils ne le seront lorsque vous serez développé, lorsque vous aurez une entreprise un peu plus importante. Bon, et bien ça, il faut le prendre en compte. Par exemple, une location longue durée qui permet de rendre un véhicule au bout de 1 an de location peut être une solution intéressante si jamais vous pensez que vos besoins en mobilité seront différents dans 1 an.
Si jamais vous vous dites, peut-être que dans 1 an, j'aurai besoin d'un véhicule plus gros, par exemple, qui a une plus grosse capacité de stockage. Et bien, il peut être intéressant de se dire, bon, bah, financièrement, au démarrage, je vais commencer avec un véhicule plus petit. Ça suffira pour la première année, mais je ne vais pas l'acheter parce que je suis sûr que dans 1 an, si l'activité elle marche, eh bien, j'aurai besoin de quelque chose de plus gros. Donc, je vais le louer. Et potentiellement, dans 1 an, soit je le relouerai parce que le besoin n'a pas bougé, soit je le changerai pour un véhicule plus gros, ou même je le rendrai et j'achèterai un véhicule plus important. Voilà, donc ça c'est important d'avoir ça en tête, que les besoins, les usages que vous identifiez, il faut pouvoir les mettre en cause, les challenger, se dire: «OK, ça je peux le modifier, ça va avoir tel impact et cetera». Mais ça va aussi avoir des impacts positifs sur, le choix de mon véhicule, sur mon porte-monnaie, sur mes dépenses, et cetera. OK? On va maintenant comparer financièrement les différentes options, de mobilité qui existent. Donc dans un premier temps, pour les comparer, il faut se rendre compte qu'un véhicule, ça représente un ensemble de charges pour votre activité qui se décompose en coûts initiaux, puis en coûts à l'usage. On compare souvent les véhicules, selon les coûts à l'achat, mais rarement on regarde les coûts à l'usage. C'est très important. Donc là, les coûts à l'usage, les coûts à l'achat, je vous l'ai mis à gauche, c'est le prix du véhicule, hein, je vais sur Leboncoin, j'achète un véhicule à 5 000 – 6 000 €, voilà, c'est le coût à l'achat. Il faut comparer les différentes options selon les coûts à l'usage. Combien ce véhicule, par rapport à tel autre, va me coûter tous les mois en carburant, en assurance, en entretien et réparation, en dépréciation du véhicule. Ça veut dire qu'il y a des véhicules, on va les acheter, ils vont perdre leur valeur, naturellement. Quand on va vouloir les revendre 5 ans plus tard, ce sera différent d'un autre véhicule qui, lui, 5 ans plus tard, aura perdu sa valeur différemment. Ça, c'est des choses à prendre en compte pour faire des comparaisons, de différentes options, de mobilité. On va voir, mince, je suis remonté en arrière, hop. Ici, je vous ai mis un tableau qui permet de regarder selon 2 critères. Donc là, c'est le carburant. Le premier tableau, c'est par rapport au coût en carburant. Le second tableau, c'est par rapport au coût, d'entretien et de réparation. Au niveau du carburant, on a des coûts qui sont très différents selon qu'on choisit un véhicule essence, électrique, GPL, typiquement. Là, on a la première colonne, donc la deuxième, la colonne coût à l'achat. On voit que les véhicules essence sont moins chers que les véhicules électriques ou que les véhicules GPL. Mais on voit ensuite que le coût en carburant est bien plus important pour les véhicules essence que pour les véhicules électriques ou pour le véhicule GPL. Et donc, si on fait une comparaison sur 6 ans, c'est à peu près la durée moyenne de possession d'un véhicule en France, et ben, on se rend compte que finalement, l'option électrique est aussi chère que l'option essence. L'option GPL, par contre, est un peu plus importante. Évidemment, ici, je vous ai mis des coûts moyens de carburant par an, en prenant en compte quelqu'un qui a un déplacement d'à peu près 13 000 km par an, c'est à peu près la moyenne en France. Ça va extrêmement dépendre de l'usage que vous avez de votre véhicule. Plus vous roulez, plus les options qui ont des coûts de carburant faibles vont être intéressantes et vont être intéressantes rapidement, sous peu d'années. Si vous roulez énormément, l'option électrique, même si ça veut dire investir plus au démarrage, acheter plus cher, elle peut être très vite amortie. Bon, ça c'est assez connu. Le deuxième aspect, c'est au niveau de l'entretien et des réparations. Ici, la différence, ça va se jouer selon l'ancienneté du véhicule. On connaît à peu près la différence de coût moyen entre un véhicule neuf et un véhicule de plus de 150 000 km en entretien et en réparation. Donc ici, on a comparé un véhicule neuf qui coûterait 11 000 €, typiquement la Dacia Sandero, donc la voiture de Dacia, elle coûte 11 000 € à l'achat. On a pris le cas d'un véhicule d'occasion de plus de 150 000 km qui coûterait 5 000 € sur Leboncoin, par exemple. Ensuite, on a regardé les coûts annuels en entretien et en réparation des 2 véhicules. Bon, ben, un véhicule neuf, évidemment, il va coûter beaucoup moins cher en réparation et en entretien. Donc on a mis à peu près 500 € en moyenne. Un véhicule
de plus de 150 000 km, c'est à peu près 1 400 € par an d'entretien et de réparation. C'est assez difficile de s'en rendre compte parce qu'une panne, en fait, c'est pas quelque chose qu'on paye tous les mois ou qu'on va payer tous les années comme les impôts à un moment précis. C'est quelque chose qui peut arriver de façon assez aléatoire, assez inattendue. Mais on sait qu'il y a des moyennes qui sont faites et que donc un véhicule de plus de 150 000 km, ça va coûter en moyenne à peu près 1 400 € par an. Donc on se rend compte que sur 6 ans, en fait, le véhicule neuf, bon ici évidemment, c'était un véhicule neuf pas cher, hein. Si on prend un véhicule neuf extrêmement cher, la comparaison sera à l'avantage du véhicule d'occasion. Mais si on prend un véhicule neuf, pas cher, et ben, il peut être plus intéressant financièrement de mettre plus d'argent au démarrage pour l'acquérir, parce qu'ensuite on va mettre beaucoup moins d'argent dans les frais d'entretien, les frais de réparation. Donc là, voilà, on a fait un calcul simple, hein, si jamais, je paye 500 € par an de réparation, 11 000 € à l'achat et qu'au bout de 6 ans, parce qu'il y a la dépréciation qui rentre en compte aussi, je peux vendre mon véhicule 5 000 €. Au final, sur 6 ans, j'aurais payé 9 000 €. Si jamais à l'inverse, j'achète un véhicule à 5 000 € sur Leboncoin, que je paye tous les ans 1 400 € de réparation et qu'au bout de 6 ans, bah, mon véhicule, il vaut plus rien, parce que très clairement, un véhicule de plus de 150 000 km, 6 ans après, ça vaut plus grand-chose, et bah, ça m'aura coûté sur 6 ans 12 400 €. Voilà, ça, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser dès le début pour se dire: «OK, mon véhicule, c'est pas juste une question de coût et démarrage. C'est combien est-ce qu'il va me coûter sur la durée?» Prendre en compte les différents coûts à l'usage et après, pouvoir faire une comparaison financière la plus précise et rigoureuse possible pour ensuite prendre le bon choix pour son activité, son entreprise. Alors, la seconde comparaison financière que j'avais envie de vous montrer, c'est comparer l'achat versus la location. Donc ici, il y a 3 comparaisons. La première, c'est l'achat d'un véhicule de plus de 150 000 km sur Leboncoin. Si on prend cet exemple, c'est pas pour rien, c'est parce que les clients de l'ADI, en moyenne, ils sont une majorité à acheter des véhicules avec les microcrédits de l'ADI de plus de 150 000 km sur Leboncoin et aux alentours de 5 000 €. Ce qui est intéressant ici, c'est de se rendre compte que c'est pas forcément le choix le plus judicieux. Parce que, on se rend compte que ces véhicules-là, en fait, ils coûtent cher à l'usage. Ils coûtent cher en réparation, ils coûtent cher en carburant, et cetera. Et donc, même s'ils coûtent pas cher au démarrage, ensuite, il faut regarder, combien ils coûtent sur toute la durée de possession. Donc ça, c'est le premier choix. Le second, c'est de la location longue durée d'un véhicule récent, entretien inclus. On a mis l'entretien parce que les offres de location longue durée, aujourd'hui, elles prennent en compte l'entretien. Donc souvent, le loyer peut paraître assez cher, mais comme ça prend en compte l'entretien, il faut le comparer avec les coûts que représenterait un véhicule acheté à entretenir tous les mois. La troisième option, c'est location avec option d'achat d'un véhicule neuf. Si on prend cet exemple-là, c'est parce que l'ADI a une offre là-dessus et du coup, après, on pourra faire une comparaison plus précise. Donc on regarde, on voit que le coût à l'achat, évidemment, il n'y a que le véhicule acheté qui en a un, 5 000 €. Par contre, la deuxième colonne, il a pas de loyer. Une fois qu'on l'a acheté, on l'a acheté, on va pas payer un loyer tous les mois. Par contre, les 2 options de location, elles ont un loyer, 165, 160 €. C'est à peu près les prix des, véhicules qu'on peut trouver aujourd'hui, pour les offres de location longue durée ou pour les offres de LOA, d'entrée de gamme. Le coût moyen d'entretien, donc on voit que le véhicule de plus de 150 000 km, c'est toujours le même exemple, à peu près 1 400 € par an d'entretien et de réparation. Évidemment, c'est un chiffre qui est très variable, selon la chance qu'on a, selon les bons plans qu'on peut avoir, chez le garagiste et cetera. Mais c'est une moyenne, donc c'est important de le prendre en compte. Pour l'option avec location, longue durée, bah, les coûts d'entretien et de réparation, ça coûte 0 € parce que c'est pris en compte dans le loyer. Par contre, pour l'option avec location avec option d'achat, où il y a pas les frais d'entretien et de réparation qui sont pris en compte, on reprend l'exemple des 500 €. Ensuite, on réfléchit à la revente au bout de 6 ans. Non, là, au bout de 3 ans. On l'a fait au bout de 3 ans parce que la location, c'est jamais sur, 6 ans, c'est plutôt sur 3 ans. Donc pour comparer, on a imaginé sur, 3 ans. Donc là, le véhicule que j'ai acheté 5 000 €, je peux le revendre 2 000 € au bout de 3 ans. Pour la location longue durée, bah, je le revends pas parce que je dois le rendre, le véhicule, donc je regagne pas d'argent.
D'ailleurs, c'est moins 2000 en fait, hein, plutôt que 2000, parce que c'est de l'argent que je gagne, non pas que ça va me coûter les 2000 euros que je vais avoir dans mon véhicule. Et pour la location avec option d'achat, c'est aussi 0 euros, parce qu'on ne va pas revendre le véhicule. À la limite, on peut exercer l'option d'achat pour l'acquérir, mais on ne va pas le revendre, il n'est pas à nous, c'est de la location. Euh, les frais de remise en état, c'est important de l'avoir en compte aussi, parce que pour la location, bah, à la fin, quand on le rend, il y a souvent des frais de remise en état, sauf si on a été ultra pointillé, donc il faut faire très attention, mais il y en a. En moyenne, ils sont de 700 euros pour la location longue durée. L'intérêt avec la location avec option d'achat, c'est que si on exerce l'option d'achat, on a on n'a pas besoin de payer des frais de remise en état. En fait, si jamais vous louez un véhicule pendant 3 ans et qu'à la fin vous dites bah, je veux en être propriétaire, j'exerce l'option d'achat, bah, on ne rend pas le véhicule, donc on ne demande pas de frais de remise en état. Par contre, si on n'exerce pas, on rend le véhicule et il y a des frais, souvent. Donc j'ai mis 700 ou 0 euros selon qu'on exerce ou pas l'option d'achat. Et donc ce qu'on voit quand on compare, c'est que sur 3 ans, le plus cher, finalement, c'est l'achat du véhicule de plus de 150 000 km à 5 000 euros. Parce qu'il a coûté 7 200 euros, alors que celui qu'on a loué, c'est 6 700. Et ah non, je me trompe, pardon. Celui qu'on a loué avec option d'achat, il est plus important, c'est 7 300 euros ou 8 000 euros si jamais il y a eu des frais de remise en état. Mais la différence, c'est que c'est un véhicule neuf. Parce que la LOA aujourd'hui, c'est avec des véhicules neufs. Et c'est pas un véhicule de 150 000 km, ce qui veut dire qu'on a roulé pendant 3 ans avec un véhicule neuf, ce qui est assez différent. Voilà. Ça, c'était pour comparer, pour avoir un peu en tête les différents axes et les différents critères de choix qu'il faut mettre sur la table pour choisir est-ce que je vais prendre tel ou tel type de véhicule ou est-ce que je vais prendre une location plutôt qu'un achat, une location avec option d'achat, une location sans option d'achat, est-ce que je vais prendre les frais d'entretien inclus ou pas. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Tous ces chiffres-là sont à challenger, hein. L'idée, c'est pas de vous mettre des vérités, c'est des moyennes. Et ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de plein de choses. Mais au moins, là, vous avez une grille qui vous permet de réfléchir en vous posant les bonnes questions pour faire votre choix de véhicule. Ok, on continue. Troisième partie, les zones à faible émission. Donc, les zones à faible émission, c'est quelque chose qui a quelques années maintenant, mais qui pour le moment est assez peu appliqué. Donc, je vous explique, il y a une quarantaine donc, de villes en France qui vont progressivement interdire les véhicules polluants. Ces 40 villes, c'est à peu près, c'est des métropoles, c'est-à-dire que c'est pas juste la ville, c'est la métropole entière, donc ça peut largement dépasser la taille de la ville. Ça va prendre en compte pratiquement la moitié de la population française. Donc à terme, ça va être assez difficile de se déplacer sans passer par l'une de ces grandes métropoles. Elles vont interdire les véhicules selon une grille, ce qu'on appelle, selon des critères de pollution. Donc, ce qui compte ici, c'est pas la pollution de CO2, c'est pas le réchauffement climatique qui est pris en compte, c'est la pollution et la qualité de l'air dans les villes. Donc, typiquement, un diesel qui émet moins de CO2 que de l'essence va être interdit plus tôt dans les ZFE parce qu'il émet plus de particules fines et de dioxyde d'azote. Et donc, en fait, il génère plus de maladies et de problèmes sanitaires dans les villes que les véhicules à essence. Donc là, ce qui va être réfléchi, ce qui va être étudié, c'est comment supprimer, interdire petit à petit les véhicules qui dégradent le plus la qualité de l'air dans les villes. C'est une question de qualité de l'air et pas d'empreinte carbone ou de réchauffement climatique. Voilà. Donc je vous ai mis ici les différents critères, critères 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vous ai mis en bas à droite les métropoles qui ont annoncé qu'elles allaient interdire les critères et qui ont annoncé leur calendrier. Et donc ça, c'est quand même important de le prendre en compte. Typiquement, on a des villes comme Grenoble qui ont déjà interdit les critères 5, 4 et 3 pour les véhicules utilitaires notamment. Donc ça, c'est important de le savoir quand on va acheter un véhicule, se dire, OK, est-ce que mon véhicule il va être autorisé dans la ville la plus proche de chez moi qui a une ZFE et pour combien de temps? Voilà, ça c'est une réflexion à avoir en tête. Il faut savoir que pour le moment,
il n'y a pas encore beaucoup d'amendes qui sont faites. C'est des interdictions qui ne sont pas appliquées pour la plupart des métropoles, mais ça va l'être petit à petit. Parce que bah, il y a une obligation, il y a à peu près 50 000 morts par an à cause de la qualité de l'air. Donc, les pouvoirs publics sont obligés d'agir. Et donc, petit à petit, il va y avoir des interdictions et des amendes. Et notamment, ils comptent mettre en place des radars automatiques qui détecteraient si un véhicule est autorisé ou pas dans la zone. Voilà, ça c'est vraiment à prendre en compte. Et évidemment que plus les véhicules sont propres, plus ils sont chers. Donc, plus c'est compliqué d'y accéder. Donc, logiquement, il va falloir se dire, OK, est-ce que la ville, la grande métropole qui est à côté de chez moi, elle va interdire quel type de véhicule, quand? Et donc, qu'est-ce que je peux acheter comme véhicule pour les 5-6 prochaines années pour mon activité? Est-ce que je vais avoir besoin d'aller dans cette ville ou pas, etc. Quatrième partie, les aides publiques à l'acquisition d'un véhicule. Donc ça, c'est assez important parce que c'est des aides significatives importantes qui peuvent vous permettre d'accéder à des véhicules plus fiables, plus récents, moins polluants, alors que sans ces aides, vous n'auriez pas eu suffisamment de budget. Il y a 3 types d'aides nationales: le bonus écologique, la prime à la conversion et les aides de l'ADEME. Il y a 2 aides locales, les aides de certaines métropoles, donc typiquement le Grand Paris, Nice, Grenoble, ils font des aides locales pour les gens qui vivent ou qui travaillent dans ces métropoles. Et aussi certaines régions qui proposent des aides. Donc ici, vous avez un tableau récapitulatif des différentes aides qui sont proposées. Donc, à gauche, vous avez les 4 types d'aides. La première colonne, c'est les véhicules qui sont concernés. Donc, par exemple, le bonus écologique ne concerne que des véhicules électriques. Donc, ça va soit être des véhicules électriques neufs, soit des vélos cargo. La deuxième colonne, c'est est-ce qu'il faut mettre un véhicule à la casse pour bénéficier de l'aide ou pas? Pour le bonus écologique, ce n'est pas le cas. Il suffit d'acheter un vélo cargo avec électrique et on en bénéficie. La troisième colonne, c'est est-ce qu'il faut faire l'avance de cette aide? Est-ce que cette aide va vous être remboursée après que vous ayez acheté le véhicule? Ou est-ce que elle va directement vous permettre d'acheter le véhicule moins cher? Pour le bonus écologique, il n'y a pas besoin de faire l'avance. Elle est déjà inclue. Une véhicule électrique, aujourd'hui, c'est jusqu'à 7 000 € de moins à l'achat que le prix initial. Parce qu'il y a le bonus écologique qui est inclus. Et le montant, donc le bonus écologique, ça peut aller jusqu'à 7 000 € pour les véhicules électriques, mais c'est limité à 27% du coût du véhicule. Et on va se rendre compte que ça a une importance parce que la Dacia Spring, qui est le véhicule électrique le moins cher en France, eh bien, le bonus écologique va jusqu'à 5 500 € parce que son prix total est à peu près à 20 000 € et donc 27%, c'est plus faible que 7 000 €. Ça fait que le bonus écologique est plus faible. Bon, pour les vélos cargo, ça va jusqu'à 2 000 € et c'est 40% du coût du vélo. La prime à la conversion, donc elle, évidemment, il faut rendre un véhicule, mettre un véhicule à la casse. Le véhicule à la casse, il faut qu'il soit non gagé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de payer un crédit qui vous a permis de financer ce véhicule. Vous avez fini de le payer ou vous n'avez jamais besoin d'en payer. Et il faut qu'il soit non endommagé ou assuré depuis plus d'1 an. Bon, la plupart des véhicules sont assurés. Ça concerne la prime à la conversion, les véhicules électriques ou les véhicules hybrides ou les véhicules essence, mais immatriculés après 2011, donc c'est récent. Et ces véhicules essence-là, il faut qu'ils aient des émissions de CO2 qui soient spécifiques, en dessous d'un certain seuil. Et pour répondre à la question, le bonus écologique ne s'applique pas aux véhicules hybrides, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est que les véhicules électriques. Mais je ne suis pas totalement certain. En tout cas, la prime à conversion, elle prend en compte les véhicules hybrides, ça c'est sûr. Il n'y a pas besoin de faire l'avance de la prime à la conversion parce que les garages, pas tous, mais il faut vérifier, la plupart des garages qui vendent les véhicules neufs s'occupent de faire cette avance et après se font rembourser. Par contre, si jamais vous achetez un véhicule d'occasion qui répond aux critères, donc qui soit électrique, soit à essence récent, là, il faut faire l'avance. Et c'est une grosse différence parce que comme on a des primes à la conversion qui vont jusqu'à 9 000 €, eh bien, des fois, il faut faire l'avance des 9 000 € et se faire rembourser 3 mois plus tard. Donc, c'est une vraie limite dans l'accès à ces aides de devoir en faire l'avance. Donc, bien se renseigner s'il faut faire l'avance ou pas. Voilà. Enfin, l'ADEME propose aussi des aides pour les entrepreneurs
qui veulent acheter des véhicules électriques ou des vélos cargo. Alors, ça va de 3 à 200 000 euros. Bon, c'est du cas par cas. Il faut faire une demande. Si vous tapez sur Google ADEME, aide entrepreneur véhicule, vous trouverez comment avoir leur aide. Mais c'est que pour les véhicules électriques. Et les métropoles font aussi des aides très importantes, qui sont aussi des primes à la conversion. Donc il faut que vous rendiez un véhicule pour accéder à la prime. Et il faut aussi que vous fassiez l'avance de la prime. Ça, c'est quelque chose de très limitant. Ça concerne les véhicules électriques et parfois, selon les métropoles, des véhicules essence. Les métropoles ont toutes des critères différents pour pouvoir accéder aux primes. Et c'est important que vous ayez en tête parce que c'est des sommes qui peuvent être très considérables. Je vais finir par vous parler de l'offre de l'ADI, de LOA, et je vais vous expliquer en quoi c'est vraiment intéressant. Donc cette offre, c'est en partenariat avec Renault. Ça permet d'accéder à 3 Dacia différents. Donc il y a la Dacia Sandero, il y a la Dacia, je vais partir de la gauche, il y a la Dacia Spring électrique. Donc comme je vous l'ai dit, elle a des intérêts très importants en termes de coût de carburant ensuite. Elle coûte très peu cher en carburant. Et la Dacia Sandero Essence, qui est le véhicule essence le moins cher du marché. Et la Dacia Sandero Essence plus GPL, qui est un peu plus cher à l'achat, mais par contre, qui va coûter moins cher à l'usage, parce que le GPL, c'est moins cher. Le GPL a ce gros intérêt qu'il coûte moins cher à l'usage, à la pompe, et il n'a pas les problèmes d'autonomie et de rechargement qu'ont les véhicules électriques. Donc c'est très intéressant, les véhicules GPL. Donc, ce partenariat permet aux clients de l'ADI d'accéder à ces 3 véhicules, soit à l'achat, soit en location avec option d'achat. Les locations avec option d'achat, ça a comme grand intérêt que vous coupez en gros le véhicule en 2, en termes de coût. Vous avez une première partie qui sert à louer le véhicule entre 3 et 4 ans. Donc typiquement, pour la Dacia Essence Sandero, qui coûte à peu près 11 000 euros en tout, vous allez payer 5 000 euros pendant 3-4 ans pour le louer. Et à la fin, vous avez une option d'achat qui vous permet d'acheter le reste du véhicule. Donc ça permet, via un premier microcrédit de l'ADI, de financer la location, puis via un second, au bout de 3-4 ans, de financer l'option d'achat, potentiellement. Si jamais vous deviez acheter un véhicule directement via un microcrédit, vous devriez payer tout le véhicule d'un coup. Donc évidemment, vous allez avoir moins de budget. Parce que si vous payez tout le véhicule, typiquement si on vous prête à l'ADI 5 000 euros, vous allez devoir trouver un véhicule qui coûte 5 000 euros. Alors qu'avec la LOA, vous pouvez trouver une Dacia qui coûte 5 000 euros, mais pour la location, 3-4 ans, puis l'option d'achat qui coûte aussi 5 000 euros. Donc ça vous permet d'avoir un véhicule qui a coûté 10 000 euros en tout, mais de l'avoir en 2 temps. Et donc, à trouver des crédits, des microcrédits à l'ADI qui vous permettent d'y accéder. Les intérêts très forts de cette offre, ça permet de bénéficier des aides publiques. Donc déjà, c'est des véhicules éligibles aux aides. C'est soit des véhicules électriques, soit des véhicules essence ou GPL. Et donc, ils sont éligibles à la fois au bonus écologique que je présentais plus tôt et à la prime à la conversion, vu que c'est éligible. On a l'avance des aides. Donc, comme ça passe par des concessionnaires Renault, eh bien, les concessionnaires font l'avance des primes. Le bonus écologique pour la Dacia Spring, mais aussi la prime à la conversion, ils font l'avance pour la Dacia Sandero, la Dacia Essence, la Dacia GPL et la Dacia Spring. Les prix sont plus faibles que si vous allez dans un concessionnaire Renault de vous-même. Les coûts à l'usage sont beaucoup plus faibles. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est des véhicules neufs, donc ils vont coûter beaucoup moins cher en réparation et en entretien que des véhicules anciens et kilométrés. Parce qu'il y a des véhicules GPL électriques qui coûtent beaucoup moins cher à la pompe. Et c'est des véhicules critères 1 et critères 0, ce qui veut dire que dans les ZFE, ils vont être autorisés pendant de nombreuses années. Donc, aujourd'hui, si vous faites l'acquisition d'une de ces Dacia, vous pourrez rouler avec pendant de nombreuses années. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le gros intérêt. Et je finis aussi sur le fait que la prime nationale est avancée par les garages, donc le bonus écologique et les primes à la conversion. Mais les primes des métropoles ne sont pas avancées. Donc par exemple, la prime du Grand Paris, qui va jusqu'à 7 000 euros, je crois, pour les véhicules électriques, et ben c'est pas avancé. Mais comme c'est une LOA, c'est-à-dire que vous pouvez louer sur 3-4 ans la Dacia Spring,
Vous demandez à la métropole du Grand Paris de vous rembourser, de vous donner la prime. Et une fois qu'ils vous ont distribué la prime au bout de 6 mois, eh bien, vous pouvez utiliser cette prime pour financer le reste de la location ou l'option d'achat. Donc, comme vous ne payez pas tout d'un coup, pas tout le véhicule d'un coup, vu que c'est une LOA, eh bien, les primes, en fait, le temps que vous les ayez, le temps qu'on vous les décaisse, ça vous permet de payer la suite. Donc voilà, c'est vraiment un système qui permet de mieux bénéficier des aides publiques que si vous achetez sur le bon coin un véhicule. Parce que si vous l'achetez sur le véhicule, non seulement le véhicule sera très probablement pas éligible aux primes, mais en plus, il va falloir que vous fassiez l'avance. Et ça va être donc si jamais c'est des véhicules éligibles, ce sont des véhicules très chers. Et donc, vous n'aurez pas forcément les moyens de faire l'avance de l'avance de la prime à conversion ou du bonus écologique. Voilà. Je vérifie, mais je crois que c'est à peu près tout pour moi. Je vais juste regarder s'il y a des questions. N'hésitez surtout pas. Donc je rebalaye un peu le chat. Hop. Donc est-ce qu'il y aura un récap, il y aura un replay? Oui. Aujourd'hui, des véhicules à 8 000 € à peine 20 000 km. Et ben, si vous trouvez des super offres sur de marché d'occasion, évidemment, c'est intéressant, hein. Mais faites très attention à pas vous faire avoir, parce que des fois, sur le bon coin, on trouve aussi des fausses offres ou des offres de véhicules qui, au final, ne correspondent pas vraiment à l'annonce. Mais si vous trouvez une offre intéressante, évidemment moi, mon but, c'est pas du tout de vous dire, passez par la LOA, passez par telle option. Si vous trouvez des options qui sont mieux pour vous, tant mieux. Nous, on est une association. Notre but, c'est que vous trouviez la meilleure option. Mais ce qui est sûr, c'est que le marché est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus cher. Et honnêtement, à 8 000 €, trouver des véhicules qui ont moins de 20 000 km, c'est rare. C'est rare et c'est de très très bonnes affaires. Donc si vous les trouvez, tant mieux. Mais m'étonnerait que ce soit le cas de beaucoup d'entre vous. C'est compliqué pour les entrepreneurs qui font des trajets réguliers. Donc, pas les moyens de s'acheter un véhicule utilitaire. Évidemment, les véhicules utilitaires, c'est cher, hein. C'est beaucoup plus cher que les véhicules, les voitures. Et donc, plus compliqué d'y accéder au démarrage. C'est pour ça qu'il y a plusieurs solutions qui existent. Dans un premier temps, se dire peut-être que j'ai pas besoin d'un véhicule utilitaire tout de suite. Peut-être que pour démarrer mon activité, j'ai pas besoin d'un stockage énorme, donc je vais peut-être commencer par une voiture. Ou alors me dire peut-être une voiture de société, donc il y a que les 2 premières places et derrière ça se baisse, ça fait un coffre plus grand, donc on pourra stocker plus de choses. On peut aussi se dire, peut-être que je vais louer un véhicule utilitaire, que je vais louer avec des usages ponctuels et donc ça va me coûter beaucoup moins cher que de l'acheter. Ou alors se dire: «Je vais peut-être faire de la location longue durée pour 1 an» et là, bah, je vais prendre une voiture ou un petit véhicule utilitaire et dans 1 an, j'aurai plus de moyens pour acheter un véhicule plus gros ou pour louer un véhicule plus important. Donc évidemment qu'au démarrage, c'est compliqué d'avoir un véhicule utilitaire tout de suite très bien acheté, et donc il faut réfléchir à avoir des usages progressifs de sa mobilité ou à passer, par des options, moins chères, quitte à qu'elles soient imparfaites dans un premier temps. Hem, tac, tac, tac. Alors je continue pour les questions dans le chat. Et le taux d'intérêt du crédit à l'Aldi. Alors le taux d'intérêt en ce moment, il est, à 9,5. Il faut savoir qu'il était à 7, il y a 6 mois. C'est le contexte actuel qui fait qu'en fait, nous, pour, emprunter auprès des banques, pour pouvoir ensuite vous prêter, parce que c'est pas notre argent qu'on prête, c'est celui des grandes banques qui nous prêtent, et ben elles ont augmenté le taux d'intérêt. Donc naturellement, on a dû l'augmenter, elle a augmenté de 3, on a dû l'augmenter de 3. Et il faut aussi savoir que, même si presque 10, ça peut paraître très élevé, et bien, en fait, comme c'est des tout petits montants, c'est des microcrédits qui vont que jusqu'à 12 000 €, c'est des, montants qui sont beaucoup plus faibles, au final, sur le taux d'intérêt, que pour les crédits, immobiliers ou les crédits, de montants beaucoup plus importants. En moyenne, le taux d'intérêt représente 500 € de coût total
sur 3-4 ans de remboursement. Voilà, quand on sait que pour un emprunt immobilier, même à 1 en fait, bah, ces 1 ça va représenter des dizaines de milliers d'euros. Chez nous, en fait, 10 ça représente que 500 € en moyenne. Donc voilà, il ne faut pas s'arrêter au taux d'intérêt. Il faut vraiment réfléchir concrètement. Ça veut dire combien est-ce que je rembourse? Combien est-ce que ça me coûte? Et sachant qu'encore une fois, l'ADI est une association. Ce taux d'intérêt-là, il permet de financer qu'un tiers de nos frais de fonctionnement. Donc le reste, c'est des subventions. Donc voilà. Heu, oui, bah, je vais vous envoyer la présentation. Vous êtes pas très nombreux en plus. Donc clairement, je vais vous l'envoyer, vu que j'ai vos adresses email étant donné que vous êtes inscrits. Et bah, écoutez, si vous avez pas d'autres questions, de toute façon, ça va bientôt faire 1 heure, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne après-midi et n'hésitez pas à contacter l'ADI, si jamais vous avez des questions complémentaires sur la LOA, sur le microcrédit, sur l'accompagnement. C'est sur le site de l'ADI, vous tapez ADI sur Google, vous trouvez notre numéro et on pourra répondre à toutes vos questions. Merci à tous, très bonne journée. Au revoir.